Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de FC Politique. Et au programme, aujourd'hui, la droite nyonnaise a officiellement présenté ses 5 candidats chargés de reprendre la majorité au sein de la municipalité. Pourquoi pas la syndicature de la ville, centre du district. 2 femmes et 3 hommes réunis au sein d'une association, le Centre Droit Nyon, qui porte une vision commune. On va tout connaître de cette vision commune, tout en laissant le libre choix aux différents partis de développer leur propre programme électoral. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir les 5 candidats de cette alliance du centre droit. Nina Egert, candidate pour les Verts libéraux à la municipalité. Roxane Faro, candidate du PLR à la municipalité. Olivier Rison, lui, est candidat également du PLR. Daniel Grosjean, il est candidat du parti indépendant. Et enfin, Sacha Soldini, il est candidat de l'UDC, toujours pour cette même municipalité nyonnaise. Et pour commencer, déjà, je vous remercie d'être sur ce plateau, mais tout de suite, on revient sur la conférence de presse du Centre Droit. Elle avait lieu cette semaine, on y était, on écoute les coprésidents de cette association et on revient au plateau. Est-ce que vous pourriez me présenter les 5 candidats de cette liste du Centre Droit? Je vais vous les présenter dans l'ordre tel qu'ils apparaîtront sur la liste électorale, à savoir Roxane Faro, Olivier Rison, Sacha Soldini, Nina Egert et Daniel Grosjean. Les candidats ont été désignés par leur parti, naturellement. Donc nous, on ne s'est pas immiscé dans le choix de l'UDC ou des Verts libéraux. Mais on est bien content d'avoir déjà pu avoir 2 femmes. C'est pas toujours évident d'avoir des femmes, de trouver des femmes qui ont du temps et qui ont l'envie. On a rencontré les candidats, la plupart on les connaissait. La candidate qu'on ne connaissait pas, on l'a rencontrée avant. Le courant est très bien passé. Je pense que cette élection se passera très bien. Évidemment que les 2 sortants vont tirer plus la liste que les autres. Avec le nouveau système d'élection à la municipalité, je pense que la notoriété va être très importante, puisque vous savez que les citoyens doivent cocher les candidats et ne peuvent plus les biffer. Les 2 PLR vont tirer la liste, Sacha Soldini aussi, qui est bien connu à Nyon, puisque c'est la 2e ou 3e fois qu'il se présente. Et les 2 nouveaux sont aussi des candidats qui vont faire certainement un bon score. Les partis de droite repartent unis, en tout cas pour le premier tour de cette élection 2026 à la municipalité nyonnaise. Absolument, et on peut dire que nous avons formé une association et que l'association est très solide et très unie. En 2020, on avait déjà créé une alliance comme ça. On avait déjà fait à ce moment-là une convention commune. Et en 2016, on était déjà ensemble les partis, mais à ce moment-là, c'était un petit peu plus libre. Cette convention qui réunit les partis de la droite, elle va en tout cas jusqu'au premier tour. Est-ce qu'elle conventionne aussi le second tour ? Oui, bien sûr, nous avons prévu tous les cas de figure. On a une vision commune. Chaque parti a son programme électoral qu'il garde un petit peu pour lui quand même, pour qu'on puisse s'identifier les uns les autres. Mais au centre droit, nous parlons d'une vision commune. Et cette vision, elle se réunit autour de quelle thématique ? Alors, les finances, le centre-ville, le bien vivre à Nyon, le trafic, la mobilité et la sécurité, naturellement. Ça, c'est les thèmes principaux. Le futur syndic de la ville de Nyon, c'est une femme ou un homme ? Alors là, écoutez, j'ai pas ma boule de voyante, je peux pas vous répondre. C'est une bonne question. J'en ai aucune idée, mais ça pourrait bien être une femme. Roxane Faro, la syndicature, ça vous intéresse ? Puisque le prochain syndic pourrait être une femme. Alors, certainement, un jour, il y aura une femme syndic à Nyon, chose que je pense de nombreuses femmes souhaitent. Néanmoins, je vais vous répondre la même chose que la dernière fois que vous m'avez posé la question. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors aujourd'hui, effectivement, nous sommes désignés candidates et candidats par nos partis, mais il nous reste toute une campagne. Et puis, on verra en fonction des résultats si des décisions doivent être prises. Et de toute manière, elles le seront par nos assemblées générales. Oui, mais de toute façon, il y a un énorme enjeu, c'est celui de la syndicature. Là, on a entendu Éric Bieler, qui mène la campagne pour le PLR. Ils disent que ça pourrait être une femme. Alors, si c'est pas vous, Nina Egert, est-ce que la syndicature, ça pourrait vous intéresser ? Je crois que je vais vous répondre la même chose que Roxane.
Bon, déjà, c'est mes débuts en politique à Nyon. C'est assez connu. Enfin, on en a déjà discuté. Et puis, on a tout un premier tour déjà à faire. Et puis, je pense qu'on verra après ce qui se passe selon les résultats. Et encore une fois, ce sera une décision qui devra se prendre au sein du centre droit. Donc voilà. Voilà. Alors on sait que, on va parler de stratégie tout à l'heure. On sait que cette association, elle tient, en tout cas pour le premier tour, Sacha Soldini. Il y a tout de même une question fondamentale, c'est cette syndicature. Effectivement, Daniel Rossella a annoncé ne pas se représenter. C'est quand même important. Le but, c'est de rechercher la majorité à l'exécutif. Et puis, finalement, la droite nyonnaise n'est pas si mal placée que ça. Oui, là. Merci de nous recevoir. Effectivement, la droite nyonnaise est assez bien placée en ce moment. Cette campagne me rappelle un petit peu la campagne de 2016, où la droite avait pris une majorité en municipalité. Vous vous rappelez, il y a eu le premier tour, ensuite je me suis retiré au deuxième tour, et ça a fait en sorte qu'on a pu avoir la majorité au centre-droite en municipalité. La syndicature, c'est un très très gros enjeu pour une ville, évidemment, mais je crois que le plus gros enjeu pour une ville, c'est d'avoir une majorité, voire une double majorité. Parce que si vous avez un syndic issu des rangs de la gauche, avec une double majorité de droite, le syndic, j'ai presque envie de dire qu'il anime les débats en municipalité. Mais ce qui est le plus important, c'est cette double majorité pour qu'on puisse faire avancer nos valeurs communes. Alors, c'est intéressant ce que vous avez dit, mais effectivement, vous revenez sur 2016 au premier tour. Sont élus Daniel Rossella, Fabienne Frémont, Stéphanie Schmutz, devant Olivier Mayor. Et puis ensuite, c'est la droite qui l'emporte au deuxième tour avec Claude Uldry, Maurice Gay, Roxane Faro et Vincent Ecker, élus devant Olivier Mayor. On parle de stratégie en 2021. C'est l'inverse qui se passe. Effectivement, la gauche place 5 candidats au premier tour. Vous étiez le chef de campagne, sauf erreur, du PLR, Olivier Rison, à cette époque. Absolument. En 2021, j'étais le chef de campagne. Oui, ça a été un résultat assez fort, puisqu'ils étaient passés au premier tour à 5. Bon, ils avaient une très jolie liste, mais si vous comparez ça, ou si vous cherchez à comparer ça avec cette année, vous voyez qu'on part, c'est 5 contre 5. Nous, on a un groupe qui est très varié, mais très complémentaire, très solide. Après, on verra bien quels seront les résultats. Pour l'instant, on est au début de la campagne. Celle-ci, elle va quand même être assez longue. Et puis, elle va évidemment évoluer au fil du temps. Mais elle va surtout aussi un peu évoluer au fil de ce que les Nyonnaises et les Nyonnais cherchent, et surtout de la manière avec laquelle on va être capable de leur parler et de leur montrer comment on aimerait pouvoir améliorer leur quotidien. Voilà une posture très humble de ces candidats du centre droit. Daniel Grosjean dit que les partis du centre sont souvent les faiseurs de roi. Cagnon, ce sont les indépendants. On se souvient de ce duel fratricide entre PLR et puis Vincent Ecker et Claude Uldry, 4 municipaux qui se sont disputés ces 2 sièges vacants au second tour en 2021. Vous avez l'intention de nouveau, avec les indépendants au sein de cette alliance, d'être les faiseurs de roi? Alors, je pense que les indépendants ont leur voix à dire dans ces élections. Maintenant, de nouveau, comme on en a parlé en conférence de presse, il est clair que c'est aussi une question de personnalités qui ont été élus, qui ont eu des résultats, qui ont voulu à tout prix se représenter. Et là, on verra bien pour le deuxième tour si quelles seront les personnes et quels seront les résultats. Je pense que les décisions seront à prendre le moment venu. Oui, c'est vrai, très bonne ambiance sur ce plateau. Puis avant l'émission, effectivement, des candidats unis, mais effectivement, il y a toujours la menace de ce second tour. On a appris en conférence de presse qu'effectivement, il y avait déjà toutes les possibilités qui étaient étudiées. Un nouveau logo qui ressemble furieusement aux autres logos qui étaient sortis pour les différentes campagnes, avec toujours les colonnes romaines qui sont au centre de tout. Un habillage fait maison. La droite s'unit aussi sur sa communication. Tout est décidé pour le second tour. Sacha Soldini, pourquoi faire campagne alors, si c'est pour qu'au second tour, vous vous décidiez? Mais non, écoutez, je pense que ça va dépendre vraiment des résultats dans les urnes. C'est très dur à prévoir un second tour. Je crois qu'après, il faut jouer le jeu du centre-droite. J'ai envie de dire que j'en suis presque à preuve vivante. En me désistant lors des dernières partielles même, on a réussi à reprendre un siège au centre droit en municipalité. Donc je pense que c'est une stratégie globale. Je crois que devant vous, vous avez une entente, plus qu'une entente, une association. Et on s'entend très très bien aussi dans la vie en dehors de la politique. On voit que la gauche a présenté son entente hier dans les médias. Moi, personnellement, je n'ai pas vu une immense union.
On n'a même pas une photo commune. Mais là, je pense que, je vous dis, cette campagne ressemble vraiment à celle de 2016. Et je pense que là, tout est possible. Je pense que les Nyonnaises et Nyonnais doivent nous faire confiance. On doit avancer. Et je suis très, très optimiste par rapport à cette campagne. C'est vrai que le législatif est très partagé entre la gauche et la droite. On dit de Sacha Soldini que s'il était PLR, il serait déjà à la municipalité, Olivier Riesen. Est-ce qu'il ferait un bon candidat PLR? Est-ce qu'il n'a pas le bon uniforme pour plaire à Nyon, qui souvent vote à gauche au niveau communal et à droite au niveau cantonal? Bon, ça, c'est une réalité. Hein. On verra bien si cette réalité sera toujours là au mars 2026. On est un groupe. Et comme j'ai essayé de le dire avant, on est très complémentaires. Je pense que c'est ça qui fait véritablement notre force. Bien sûr que nous avons les étiquettes politiques. Mais il n'y a pas que les étiquettes politiques qui sont importantes. C'est surtout quelle équipe pourrait prendre la majorité et surtout comment cette équipe elle pourrait fonctionner ensemble en raison de ses compétences et de ses complémentarités. Et je pense que c'est surtout ça que les Nyonnaises et les Nyonnais vont rechercher, puisqu'ils ont vu le résultat de la municipalité telle dans sa composition actuelle, certes qui a un tout petit peu changé avec mon arrivée, mais pour moi c'est vraiment ça qui est important. Bien sûr que les étiquettes politiques elles sont là, mais les étiquettes politiques, comme vous le savez, on prend un parti comme le parti indépendant nyonnais, ils ne sont pas représentés au niveau national. Les autres, on est représentés au niveau national, donc ce sont toujours des enjeux finalement totalement différents et surtout des enjeux locaux et communaux et c'est sur ceux-ci qu'on va s'appuyer. Nina Egert, vous avez un parcours qui ressemble un peu à celui de Vincent Acker, élu sauf faire au conseil communal 6 mois avant une élection et puis il la remporte, il passe à la municipalité. Vous-même, vous avez été assermenté en octobre dernier, sauf erreur. Vous êtes nouvelle dans ce paysage avec peut-être un regard frais. Qu'est-ce qui pousse le parti Vert libéral à relancer, retenter cette expérience du bloc uni à droite et allier une alliance qui va jusqu'à l'UDC? Il y a des véritables enjeux. Alors déjà, il va y avoir un changement de configuration avec le fait que le syndic ne se représente pas, avec M. Uldry qui ne se représente pas. Donc, il y a une véritable opportunité de changer cette municipalité. Et puis, avec les défis qui se présentent, notamment la question des finances, etc., on s'est dit c'est vraiment le moment aussi de tenter la chance d'une majorité de droite et puis d'y participer, de sortir un peu de ce déni aussi peut-être des finances difficiles. Et je crois que c'est vraiment ça le fait qu'il y a une vraie opportunité d'avoir un changement à ce moment-là. On s'est dit non, il faut y aller et essayer d'obtenir cette majorité de droite, la soutenir aussi en participant à l'Alliance. Voilà, le changement, c'est retenter le coup de 2016, on l'a bien compris pour résumer, et puis faire comme en 2021, c'est-à-dire placer 5 candidats de droite à la place des 5 candidats de gauche. On voit au sourire qu'il y a ce vœu, j'allais dire pieux, en tout cas cette ambition qui vous anime. Alors évidemment, on l'a dit dans l'introduction, chacun garde ses particularités, mais chacun est d'accord de mettre sa pierre à l'édifice d'une vision commune, je vais le dire comme ça. Roxane Faro, vous avez beaucoup misé sur la cohésion de la droite dans cette conférence de presse. Alors effectivement, avec en toile de fond la notion du changement climatique qui doit être abordée, avec notamment des services publics qui doivent accompagner la population et les entreprises face à une population qui augmente. 24 000 habitants, des emplois qui se portent bien, 18 000 habitants. 18 000 emplois. 18 000, pardon, emplois, exactement. Avec aussi un accompagnement qui doit se faire de façon multimodale. On va y revenir avec Nina Egert notamment, mais surtout ce développement de la gare de Nyon qui est au centre de tout. Alors, comment, si vous êtes élu à la municipalité, et notamment à la syndicature, si vous voulez poursuivre cette politique, comment faire pression auprès du canton, plus largement auprès de la Confédération, pour que la ligne de train passe bien par la gare de Nyon et qu'il n'y ait pas une voie express qui passe plus au nord? Non, alors je crois que le dernier rapport qui avait été commandé par l'Office fédéral des transports et le conseiller fédéral en charge est bon. Le PFZ a clairement... Rapport Weidmann. Voilà, tout à fait. A clairement mis la Suisse romande sur la carte de la Suisse, j'ai envie de dire, puisqu'on souffre quand même d'un déficit d'infrastructures depuis de très nombreuses années. Donc ça, c'était pour la ville une excellente nouvelle. Maintenant, effectivement, le développement des projets en collaboration avec les CFF, avec l'Office des transports, sont des projets compliqués.
Les CFF n'ont de cesse que de changer les normes, de les durcir. Ils ont un peu ce que j'appelle toujours le syndrome de Tolochna. Donc, c'est des projets compliqués. Néanmoins, voilà, il y a une véritable mobilisation aujourd'hui. Je n'ai aucun doute que mes collègues feront partie de cette mobilisation demain dans les négociations que nous opérons et que nous allons continuer à opérer à partir de juillet 2026. Certes, mais c'est Nyon qui doit montrer les muscles. Hein. Ce rapport Weidmann dit que l'arc lémanique est une priorité urgente pour les projets ferroviaires. On se souvient de la municipalité qui s'était d'abord élevée de façon unanime contre la troisième voie d'autoroute, puis qui avait un petit peu rétro-pédalé en disant oui, mais non. Alors, comment on fait de nouveau pour éviter que Nyon se retrouve dans la situation qu'il y avait peut-être 20 ou 30 ans? On prenait l'autoroute pour aller de Genève à Lausanne. Maintenant, on s'arrête à Nyon, on s'arrête dans le district, on y vit. Comment garder ce centre de vie et faire en sorte que, justement, les transports publics nationaux, le train, s'arrêtent bien à Nyon? Mais je crois que les CFF ont cette conscience-là. Hein. On sait que dans les 10 prochaines années, on a une plateforme gare qui va accueillir à peu près 40 000 usagers par jour. Les CFF sont un service public. Et ils ont l'obligation de venir chercher les gens là où ils sont. Il se trouve que toute la région, sur la région complète, on est un bassin de plus de 100 000 habitants. Donc aujourd'hui, on a quand même des certitudes sur le fait que notre gare va même bénéficier d'un développement avec des voies supplémentaires. Ça, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est ancré. Maintenant, effectivement, il y a du travail, et notamment pas que sur la plateforme gare, mais sur tout ce qui va venir autour des voies CFF. Et c'est là qu'on va avoir une différence peut-être de regard et d'ambition entre la droite et la gauche. Alors, quelle sera cette différence de regard? Par exemple, Olivier Riesen, vous êtes membre de droit au sein des TPN. Les TPN qui doivent se développer, on va dire que Nyon va devenir le nœud gorgien de ce développement avec les communes qui sont autour. Comment on fait? Il y a très peu de place, il y a le Martinet en gros, et puis voilà un peu pour les perspectives de développement, je dirais. Alors pas seulement. C'est bien ça qui est intéressant. Oui, bien sûr, les TPN vont se développer. Vous le savez peut-être qu'il y a une ligne qui a été mise en vigueur, qui est la 813, qui, elle, a précisément pour vocation de ramener des gens sur la gare de Coppet, puisqu'on est tout à fait conscient que Nyon ne va pas pouvoir tout absorber. Donc, dans les réflexions qui sont en cours avec les TPN, mais aussi avec la région de Nyon, eh bien, il y a évidemment des lignes qui vont ramener du monde sur Nyon, mais aussi des lignes, comme je dis, par exemple, pour ramener des gens sur Coppet. On est en train d'étudier aussi le transport public sur appel pour pouvoir, on va dire, véhiculer les gens entre les différents villages. Je prends un exemple tout simple. Vous habitez à Burtigny, vous voulez aller à Coppet, vous avez 3 moyens différents de le faire. Vous pouvez prendre le bus, le train ou éventuellement le bateau à la belle époque. Oui, c'est des enjeux compliqués. Mais moi, je suis très confiant par rapport à ça parce que quand je vois, on va dire, les discussions qui ont lieu au sein des TPN Nyon-Saint-Cergue, c'est plutôt des discussions qui sont très positives et je crois que chacun comprend bien que la réalité du bus demain va être extrêmement importante, la réalité du bus, transport urbain, mais aussi transport régional de voyageurs. Alors justement, Nina Eggert, c'était votre thématique, la mobilité, c'est celle que vous avez abordée, du moins pendant cette conférence de presse avec un renforcement voulu des fréquences des TPN de point de vue suburbain et puis en week-end, le développement du réseau cycliste urbain. On va revenir aussi avec la vision des quartiers que nous a présenté Daniel Grosjean, mais évidemment, Nyon a quand même le regard tourné vers Genève. Est-ce qu'on pourrait développer des lignes avec les TPG au détriment des TPN? Ça, c'est une excellente question. Je pense que de toute façon, je veux dire, vous l'avez dit, Nyon étant très proche de Genève, quand on parle de lignes périurbaines, il faudrait éventuellement penser à développer ça de manière à augmenter en fait l'attractivité des transports publics. On sait que la meilleure manière de réduire l'utilisation de la voiture, surtout dans les zones urbaines, c'est d'augmenter l'offre de transport public. C'est une option, mais... Plusieurs prestataires, les TPN, les TPG, voire les TL,
C'est envisageable. Alors c'est extrêmement compliqué, ça rend les choses extrêmement compliquées. C'est pas impossible, hein. Il faut après se mettre tout le monde autour de la table. On a des alliances avec différentes des communautés tarifaires qui incluent différents prestataires de services. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça demande évidemment de se mettre autour de la table. Ça prend du temps. C'est des sujets qui sont, c'est des projets qui sont complexes, mais qui sont pas du tout impossibles. Au vu le développement de la région, le développement de l'Union se fait pas tout seul dans un espèce de vide. Il se fait avec la région entière qui inclut Genève. Genève a aussi un intérêt à éventuellement développer des transports. C'est des choses qui ne sont pas impossibles. Encore une fois, complexes, mais pas du tout impossibles à mon avis. À discuter. Néanmoins, on a déjà, avec le Lemo Express, alors on n'est pas sur des transporteurs sur pneus, comme on dit, mais voilà, il y a déjà, on travaille tous dans le cadre du Grand Genève. On est aujourd'hui une très grande agglomération, mais peut-être que mon collègue pourra en parler, mais enfin, je pense que dans l'avenir, il va surtout certainement y avoir des transporteurs qui fusionneront. Voilà. D'accord, donc un grand transporteur Valdo-Genevois. On a déjà, nous, ça. eu une fusion entre les TPN et l'Union-Saint-Sergue, même si les TPN étaient la petite sœur, j'ai envie de dire. Oui, mais bon, mais à terme, pour des questions économiques aussi, tout le monde cherche... Eh bien voilà, on apprend que Roxane Faro est dans la ligne de ce qu'avait développé à l'époque Pierre Maudet, qui voulait une réunification des cantons de Vaud et de Genève au sein d'un grand canton. Pourquoi j'ai commencé avec cette question de la mobilité, c'est que à partir de la mobilité va dépendre tous les projets d'infrastructure, les gros projets qui sont en cours, et puis surtout comment réunir le nord de Nyon au sud de Nyon. Une grande majorité de la population est au-dessus de cette voie ferrée. Pourtant, il y a aussi des commerçants. Le centre-ville, il est en dessous des voies ferrées. Et le gros projet actuellement, c'est Pertan, un des chevals de bataille de Sacha Soldini, et notamment de l'accessibilité aux commerçants. Lui-même est commerçant. Alors, au niveau justement de Pertan, qu'est-ce que dit le centre droit ? Alors, écoutez, le projet Pertan avance bien. Donc, ce parking souterrain est toujours à l'étude. Donc, les crédits ont été votés pour l'étude de ce parking souterrain. Le gros enjeu qu'aura la prochaine municipalité, c'est pendant la réalisation de ce parking. Là, il ne faut pas oublier qu'on a plus de 400 places de parc qui risquent de disparaître. Et là, on va vraiment mener toutes nos réflexions sur comment compenser ce manque de places de parc. On a tout un poumon économique on va dire, à maintenir en centre-ville. Et ça sera vraiment le gros enjeu. Il y a des pistes qui vont devoir être trouvées, des solutions qui vont devoir être trouvées. Ça sera peut-être des solutions qui sortent un petit peu... Alors, si vous êtes élu à la municipalité, vous devez arriver avec des solutions et des pistes. Alors par exemple, ça c'était quoi ? Alors déjà, il faut mener les réflections, parce que ça ne se fait pas tout seul. Il y a... Pertan, ça fait depuis les années 60 qu'on en parle. Tout à fait. Alors, oui, parce que cette fois, ça va se faire. Là, d'accord. Ça va être la différence. Vous êtes sûr, Roxane Faro, on va pas trouver le temple d'Athéna? Certaines. Là, ça va être. On croise les doigts. Ça va être clairement un projet inédit de compenser ce manque de places de parc. Tout peut être imaginé. Ça sera des réflexions futures. Pourquoi pas des navettes avec des parkings en périphérique, des navettes avec une très forte fréquence. Pourquoi pas travailler avec les propriétaires de parkings privés qu'on a en ville pour essayer de capter, de libérer un maximum de places de parc. Surtout, ce qui sera important, c'est pas que le commerce local en souffre. Et je crois qu'on a déjà eu une interpellation au conseil communal lundi passé concernant l'avenue du Cirque CNI. C'est vrai que pendant que le cirque est là, il y a un manque de places de parc. Ça va être un gros morceau, mais je suis assez confiant qu'on trouvera des solutions, même qui sortent des sentiers battus, mais voilà, certainement des solutions inédites. Le cirque passe et les places trépassent. Une des solutions, c'est une meilleure visibilité des commerces avec un fléchage. Alors ça, excusez-moi, mais c'est un truc qui est déjà revenu devant le Conseil. On se souvient d'Emma qui avait mis l'association des commerçants en place, qui avait été retirée. Alors là, il va falloir beaucoup de cohérence. Et puis, on va y revenir avec vous, Daniel Grosjean, qui est aussi indépendant, Sofferer, ou dans une SARL, c'est ça? Dans une société, oui. Voilà, dans une société. Et voulait que le commerce s'implante dans tous les quartiers, qu'on puisse développer une offre de commerce dans les nouveaux quartiers, Petite Prairie, etc., dans les quartiers à venir. Vous avez déploré notamment qu'il y ait
peut-être pas assez eu de nouveaux développements de quartier, hein, si j'ai bien compris. Et puis, comment on fait pour attirer surtout les gens dans ces quartiers de proximité? Quels commerces on met? Parce que on sait très bien que ces commerces, souvent, ils occupent le premier étage, c'est très beau, mais ils font pas de chiffres, ils vivent pas. Alors, comment on fait? Mais, alors, il y a plusieurs aspects là dont vous parlez. Oui. Il y a déjà l'animation des quartiers au nord des voies CFF. Hein. C'est qu'au-dessus des voies CFF, il y a trois quarts des habitants qui habitent qui habitent ces quartiers. Et c'est les quartiers maintenant. Comment on va les penser? Comment éviter d'en faire des cités dortoirs? J'ai habité Gland suffisamment longtemps, qui a été décrite comme une cité dortoir. Et l'implantation des commerces, l'implantation des animations même au sein de ces quartiers a permis de rendre une vie bien plus agréable et une ville bien plus vivante, hein, que ce qu'elle ne l'était auparavant. Maintenant, il est clair que ces commerces, il faut aussi pouvoir y accéder. Et le centre-ville aura ses difficultés. Maintenant, peut-être que les commerces au nord des voies CFF auront peut-être, pendant une période, une meilleure accessibilité, peut-être un meilleur attrait que les commerces du centre-ville. Et je pense que ces quartiers sont à développer et à rendre plus vivants. Alors, vous l'avez dit, hein, des nouveaux plans de quartier sur le modèle des villes et pas des villages, et développer le patrimoine arboré et les infrastructures de loisirs. Je vous propose d'écouter Pierre Vallone, qui est revenu avec son nouveau projet concernant Maran. Alors, il y aura un terrain synthétique et autour une ceinture végétale. On l'écoute, on revient et on parle d'infrastructures. D'abord, c'est la décision de renoncer au déplacement d'une partie des activités du stade de FC Italia à Colovray. Parce que Colovray est suroccupé et qu'il n'y a pas de disponibilité de terrain à Colovray. Donc, décision prise par la municipalité de laisser les activités du FC Italia dans son ensemble à Maran, de faire un terrain synthétique parce que l'utilisation peut être beaucoup plus intensive qu'un terrain gazon. Et puis, et c'est ce qui est apporté avec ce préavis, une couronne, une ceinture verte autour de ce terrain synthétique, d'une surface plus importante que le terrain lui-même, et qui permettra d'accueillir d'une part de la végétation, de l'arborisation et quelques activités de sport libre. Le terrain synthétique, c'est 7000 m² de surface synthétique. La ceinture verte, c'est plus de 9000 m². Donc on voit aussi que malgré ce que pourrait laisser penser la forme, c'est une surface qui est extrêmement importante, que l'on va développer autour et qui sera accessible à toutes et tous les Nyonnais, même ceux qui ne pratiquent pas le football. La question s'est beaucoup posée de savoir s'il fallait mettre du synthétique ou du gazon, avec ses avantages et ses inconvénients. C'était une grande question. Il y a beaucoup d'études très sérieuses sur le sujet. Le très grand avantage du synthétique, c'est son utilisation intensive, mais un terrain en gazon, c'est aussi beaucoup de questions environnementales, non seulement l'arrosage qui est beaucoup plus fréquent, mais les traitements qu'il faut faire et qu'on n'arrive pas encore complètement à faire en bio. Et donc un terrain en gazon, c'est pas un lieu en tout cas pour la biodiversité extraordinaire, au contraire, on la craint, y compris les vers de terre. Donc c'est pour toutes ces raisons que la municipalité a décidé de proposer un terrain synthétique. Aujourd'hui, il est occupé essentiellement par le FC Italia. On va regarder que le FC Italia, c'est des possibilités de l'ouvrir à un plus large public. Il y a aussi le football féminin qui se développe. Donc, c'est effectivement un investissement que la ville va consentir. Ah voilà, beaucoup de réactions pendant ce sujet. Sacha Soldini, je vais vous donner la parole, mais d'abord, Daniel Grandjean, est-ce que j'ose le mot? Est-ce que c'était une connerie de vouloir déplacer les activités du FC Italia à Colovray et d'enlever une partie du tissu social de ce quartier? On peut dire que oui, effectivement. D'ailleurs, on avait milité à l'époque pour que ce terrain reste pour les activités telles qu'elles sont actuellement et qu'elles soient développées, parce que il y a un tissu social qui s'est créé autour de ce terrain et qui paraît qui est juste important pour la vie des associations sportives nyonnaises, notamment le FC Italia, qui j'espère pourra rebondir sur cette nouvelle
ces nouvelles infrastructures, si elles sont acceptées par le conseil communal, de pouvoir peut-être développer des équipes de filles. Et puis, je pense qu'en même temps, on dénigre un peu une chose qui est un sujet un peu tabou, qui sont les places de parc en ville de Nyon. Et le petit parking qu'il y a devant ces infrastructures est très utilisé pour le ski club, de permettre aux gens de déposer leurs enfants, qui puissent partir dans des activités sportives. Je pense que ce club a cette infrastructure a toute sa raison d'être et de rester là où elle est et de développer et pour permettre aux gens de pouvoir en profiter. Alors, je comprends bien que le football, c'est important, ça crée du lien social, mais ça prend de la place. Vous voulez développer des infrastructures dans les quartiers, des infrastructures de loisirs, mais alors, quelle infrastructure finalement? Parce que on voit à travers les plans d'affectation que le CPU, je crois que c'est l'acronyme qui définit le nombre d'habitants au mètre carré, ne cesse d'être augmenté, le nombre d'habitants au mètre carré. Alors, comment on peut garder des espaces vierges pour développer des infrastructures telles que le foot féminin? Alors, pour pouvoir développer des espaces verts, il faut prendre moins de place au sol. Pour prendre moins de place au sol, il faudra peut-être penser à construire des immeubles un peu plus hauts, de manière à avoir une plus petite emprise au sol. Je crois que la ville de Nyon ne dispose plus tellement ne dispose plus de terrains constructibles libres. Donc, il faudra pouvoir les optimiser de manière à dégager de la place pour les gens, pour les développements culturels et les développements sociaux en pleine terre. Voilà, Sacha Soldini, vous voulez réagir? Il y a aussi une autre question. Alors, finalement, le seul quartier nouveau qui pourrait émerger, c'est en Gravette, sauf erreur, juste au-dessous des portes de Nyon. Il y avait déjà un plan d'affectation qui avait été voté, un partenaire qui avait été trouvé. En l'occurrence, à l'époque, c'était la Migros. Maintenant, c'est Hobby qui occupe une parcelle de la Migros. Sacha Soldini. Oui, tout d'abord, pour rebondir vite, brièvement sur le terrain de Maran. Alors, vous vous rappelez que je suis intervenu très très vite lors du dépôt du premier préavis qui voulait déplacer ce terrain et transformer cet espace en parc public. Donc moi je trouve qu'il y a un immense travail qui a été fait de la part du FC Italia et de leurs membres. Il y a eu plusieurs milliers de signatures sur une pétition. Et ça a certainement bien contribué au changement d'avis de la municipalité. Et je pense que c'est bien d'écouter ce que veulent les gens dans leur quartier. Cette infrastructure qui sera magnifique, on aura un terrain synthétique, des éclairages LED. Que rêver de mieux au sein d'un quartier populaire comme l'État de Doigt? Alors justement, comment on rend des quartiers populaires? Question très ouverte, qu'est-ce qui manque comme infrastructure à Nyon? Bon, je vais me permettre. Alors, déjà, peut-être juste revenir. On a encore pas mal de plans d'affectation qui vont pouvoir être développés. Donc, il y a Gravette, Prélat, Tatte-Doigt, Petit Territoire. Vraiment nouveau. Donc, voilà. Non, mais voilà. On peut développer encore un peu. Donc, il y a encore des potentiels de développement. Après, ça dépend toujours comment on développe. Mais alors, aujourd'hui, au nord des voies CFF, par exemple, on a assez peu de structures dédiées, par exemple, à la jeunesse. Et qu'est-ce qu'ils aiment, les jeunes? Les jeunes, ils aiment par exemple les murs de grimpe. Ça, ils aiment beaucoup. À Nyon, voilà, on développe en hauteur et puis on fait un mur de grimpe. À Nyon, on n'a pas du tout. Voilà, effectivement, ils aiment faire comme crack, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, il va falloir réfléchir à des infrastructures qui leur soient dédiées. Mais c'est quelque chose de compliqué, parce que parfois, quand on déduit une infrastructure aux jeunes, ils n'y viennent pas. Donc, il y a toute une réflexion à opérer là-dessus. Juste, tu as terminé? Oui, je vois que tu demandes par rapport à l'occupation des jeunes et même des plus jeunes, moi j'ai grandi dans les quartiers nord de la ville. Vous savez, à l'époque, dans les années 60, 70, ça construisait des bâtiments assez volumineux, assez hauts, avec des immenses espaces verts autour. Et je pense que dans les nouveaux quartiers, on a clairement moins d'espaces verts, donc moins de possibilités pour les jeunes enfants de s'épanouir. Moi, j'ai passé ma jeunesse à m'amuser dans tout le quartier. C'était notre terrain de jeu, faisait 10 000 mètres carrés du côté du chemin des Indes. Et je pense qu'il faudrait revenir un peu sur ce modèle urbanistique avec des grandes surfaces autour des bâtiments et puis on va dire des vues dégagées. Ça amène que du positif de construire un petit peu plus en hauteur. Une vue sur le lac, Olivier Rizon. Ça a été dit tout à l'heure. Maintenant, la grande majorité de la population lyonnaise vit au-dessus des gares, des voies de CFF, au nord.
Au nord, demain, on aura besoin d'une maison de quartier, en tout cas, hein, parce qu'on a besoin de pouvoir créer ce lien entre les différents habitants. Il y aura aussi certainement des infrastructures à réfléchir pour que les gens puissent passer d'un quartier du nord vers un autre, justement, soit pour aller se rendre vers une maison de quartier, soit pour aller se rendre dans un commerce. Et puis, je pense qu'à terme aussi, la ville, vous le savez, elle est extrêmement active hein, sur un plan associatif. Un jour ou l'autre, je pense que la ville de Nyon mériterait d'avoir une maison des associations où on va pouvoir accueillir toutes nos C'est différentes... très gauchiste, ça, une maison des associations. C'est très vie de tous les jours, c'est très vie orientée vers la population des Nyonnaises et des Nyonnais, parce que fort heureusement, dans beaucoup d'associations, on retrouve des gens de tous bords et de tous horizons politiques. Je plaisantais, Daniel Grosjean. Juste une infrastructure, après je vais avancer sur une autre thématique. Dites-moi, qu'est-ce qui manque comme infrastructure? Nina Agathe, on peut peut-être aussi réfléchir pendant que Daniel Grosjean répond, mais une infrastructure qu'il faudrait développer. Alors peut-être des lieux d'accueil aussi. On a beaucoup parlé des jeunes, mais la population va aussi être de plus en plus vieillissante. Et peut-être des maisons de quartier qui permettent des animations pour que des personnes âgées puissent avoir peut-être sortir de leur solitude et de pouvoir... parce que j'ai une maman qui est aussi un certain âge, et on remarque que la solitude est quelque chose qui mine un peu les jours de nos aînés, et de pouvoir les animer et d'avoir des lieux de rencontre où ils puissent se retrouver proches de chez eux. Voilà, vision sociale pour le centre droit. Nina Egert, entre une infrastructure, je ne sais pas, un cinéma par exemple, ou une infrastructure sportive, vous choisissez quoi? Ouf, les deux. Est-ce que je dois vraiment choisir? Non, mais je pense que l'offre culturelle, l'offre culturelle à Nyon est excellente. Franchement, pour la taille de la ville, elle est superbe. Mais dans les quartiers, il faut vraiment la maintenir et effectivement voir qu'elle se développe plus dans les quartiers nord. De manière générale, je pense que les quartiers nord manquent un espèce de centre, un centre de vie dans lequel, et ça rejoint ce qu'on dit Olivier et puis. Et puis Daniel, c'est vraiment un centre de vie dans lequel, dans le sud, on a le centre-ville, on a le marché, par exemple, le samedi, où tout le monde se retrouve, où il y a des animations, etc. Au nord, on n'a rien de similaire. Et peut-être d'avoir quelque chose, que ce soit une maison des associations ou quelque chose qui se développe autour, justement, du stade de Maran, qui permette d'avoir un centre qui soit, donc d'avoir deux centres qui animent un petit peu le nord de cette ville, qui, effectivement, mériterait d'être un peu plus animé. Voilà, alors un centre-ville dynamique sans perdre le nord. Voilà. Ah voilà, un centre-ville. Voilà. Quoi. Oui. Alors alors c'est bien, on développe pour les jeunes, on développe pour les vieux, mais on se soucie aussi de sécurité. Alors là, c'est aussi une des thématiques qui est chère à l'UDC. C'est vous qui l'avez pris à bras-le-corps, Sacha Soldini. Alors vous avez dit notamment augmenter les patrouilles pédestres dans l'espace public et les quartiers, et surtout renforcer la brigade canine, la lutte contre les stupéfiants. Vous voulez des chiens renifleurs d'herbes aromatisées dans les quartiers. C'est ça la lutte contre les stupéfiants, ou comment faut-il comprendre ce renforcement d'une brigade canine pour lutter contre les stupéfiants? Écoutez, la brigade canine, c'est actif à Nyon depuis un certain temps déjà. J'avais posé un postulat justement qui avait été suivi par Police Nyon Région. C'était la police communale encore à l'époque. Donc on a une brigade canine à Nyon depuis plusieurs années. Je pense qu'on est très épargné par rapport aux autres villes du canton, par rapport au trafic de stupéfiants à ciel ouvert, j'ai envie de dire, à la vue de tout le monde. Donc heureusement, et il faut continuer à maintenir ce haut niveau de vigilance, j'ai envie de dire. Une brigade canine renforcée pour qu'elle puisse être disponible 24 heures sur 24. Et quand on parle de brigade de pédestres dans les quartiers nord, c'est simplement l'idée d'avoir peut-être le sentiment de se dire, voilà, on se promène dans les quartiers nord de la ville et on peut croiser une brigade de la police Nyon Région avec qui échanger, une police proche des citoyens, j'ai envie de dire, proche des quartiers. Il y a un côté rassurant, et pour la police, il y a aussi un côté très intéressant pour la prise de température de ces quartiers. Mais j'ai envie de dire, cette police, pour vous, elle est plutôt sur un modèle d'îlotier, c'est-à-dire de contact et de proximité avec la population, ou elle est plutôt sur un système plus répressif, on fait la chasse aux fumeurs de joint? Non, mais moi, je pense qu'avant de parler de répression, il faut parler de prévention. Et puis, le fait d'avoir une forte présence policière sur le terrain, la prévention, elle est déjà là. Ensuite, c'est clair que s'il y a des débordements, la police doit faire son travail et on va la soutenir dans sa mission. Alors, ce matin, on a appris que les bodycams vont intégrer l'équipement de base des polices vaudoises. Alors,
3 questions, évidemment. La mise en place au sein de la PLR, quel cadre légal? Parce que tout ça, ça a un coût. Alors justement, est-ce qu'il faut développer ces bodycams, vu que maintenant, c'est quoi? C'est imposé par le canton ou c'est libre choix pour les polices? Et puis, secondement, est-ce qu'il faut plutôt miser sur la brigade canine ou sur ce système de caméras sur les agents? Il faut une multitude d'actions. Concernant les bodycams, alors ça doit encore passer devant le Grand Conseil. Néanmoins, Police Nyon Région a bien évidemment participé à la phase test. Et je crois que tant au niveau des Polcom, on est 9 corps de police communale et intercommunale et la police cantonale à travailler sur ce projet. Il y a vraiment une volonté de pouvoir le mettre en œuvre. La décision du Conseil d'État était attendue. Et en tout cas, à Police Nyon Région, aujourd'hui, on se réjouit de pouvoir mettre en place ces bodycams. Voilà, alors si vous ne souhaitez pas être syndic de la ville de Nyon, mais que vous souhaitez conserver votre dicaster de la sécurité, pour vous, votre vision, cette mise en place systématique des caméras, ça serait quand? Tout de suite? On recule un peu, on attend de voir combien ça coûte. Aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous répondre puisqu'il faut encore que le Grand Conseil se positionne. Enfin, vous savez comment fonctionne l'administration. Il y a parfois une certaine inertie. Donc, on va attendre que le Grand Conseil se positionne, connaître les chiffres définitifs pour le déploiement de ce type d'outils. Et puis, ensuite, on n'est peut-être pas obligé d'équiper chaque agent de police d'une bodycam. Ce sera certainement 1 à 2 par brigade. Voilà, mais pour l'instant... Mais c'est un coût, ça, je pense. Oui, mais on ne les connaît pas encore. Vous ne les connaissez pas encore, ouais, d'accord. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont... Est-ce que à côté des chiens policiers et des bodycams, on met un peu de vidéosurveillance? Alors, la ville de Nyon dispose d'un règlement pour l'installation de caméras de surveillance. Il y a déjà des caméras de surveillance en activité. Est-ce qu'on en met plus dans les quartiers Ça, c'est une vision politique. Si vous c'est justement. Alors, personnellement, ce que je vous pose comme personnellement, je ne vois pas d'inconvénient à augmenter un petit peu le parc de vidéosurveillance. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous baladez dans un centre commercial, dans un festival ou plus ou moins n'importe où aujourd'hui, il y a un dispositif de vidéosurveillance. Ça fait beaucoup débat ces temps, la vidéosurveillance. Regardez ce qui s'est passé au Louvre en France, par exemple. Les nouveaux quartiers, ça, c'est sur le domaine privé, le quartier de la Sueta, par exemple, qui est un quartier privé, dont les accès sont privés, mais où il y a une servitude publique, ces accès sont sous vidéosurveillance aujourd'hui. Je m'excuse de vous interrompre, mais Daniel Grosjean, plus de vidéosurveillance, vu que vous voulez plus de vie dans les quartiers, les développer le commerce. Alors, je pense qu'il faut pouvoir garantir la sécurité des citoyens. C'est clair qu'une vidéosurveillance accrue selon les emplacements. Mais ça, je pense, ça fait partie d'une étude sur laquelle je peux malheureusement, n'étant pas aux affaires, je peux pas malheureusement pas me prononcer là-dessus. Mais en tant que citoyen, ça me choquerait pas plus que ça, parce que en voyageant un peu, on se rend compte que la vidéosurveillance, elle est partout. Et puis, de nouveau, lorsqu'on a une attitude correcte, en fait, la vidéosurveillance n'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est qu'elle soit ciblée. Oui. Voilà. La vidéosurveillance, pour la vidéosurveillance, n'a aucun intérêt. Et de toute manière, la préposée aux données, la préfecture, ne nous laisserait pas poser des caméras de vidéosurveillance comme ça sur tout le territoire par volonté politique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir prouver leur nécessité. Roll a pu le faire parce que, par exemple, à l'époque, ils avaient dû faire face à un certain nombre de feux de poubelle récurrents. C'est ce qui leur avait permis de faire la demande. Nous, on a des secteurs comme le secteur gare, à Nyon, où là, il peut y avoir un intérêt, notamment par exemple sur les vols de vélo. On a énormément de vols de vélo, donc là, il pourrait y avoir un intérêt. Et puis, il y a d'autres zones dans lesquelles, voilà, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas un intérêt majeur à équiper. Voilà, des projets, des ambitions, mais évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, le budget 2026 vient d'être présenté. On le regarde de la part du municipal chargé des finances, Claude Uldry, à Envie-en-Plateau. Quels sont les chiffres saillants de ce futur budget ? Alors bien entendu, malheureusement, c'est l'annonce du déficit de 14,2 millions. Ça, c'est quand même le chiffre saillant. Mais il faut quand même savoir que c'est pour un budget de 262 millions. Également avec une marge d'autofinancement négative.
Oui, et ça c'est un petit peu malheureux. C'est la première fois on a une marge d'autofinancement de plus de 2 millions négative. Toujours pointer du doigt la péréquation et les charges intercommunales. Alors la péréquation, je dirais pour cette fois, heureusement, elle est légèrement en diminution selon nos prévisions, hein. On verra lors du bouclement des comptes 2026. Et les charges intercommunales, effectivement, elles pèsent aussi, mais d'une manière pratiquement identique à 2025. Généralement, quand on arrive en fin de législature, on présente un budget enjolivé. Pourquoi ce n'est pas le cas en 2026 pour la ville de Nyon? Alors, je vais répondre d'une manière peut-être un peu bizarre, mais il n'y a pas de potion magique finalement pour arriver à des comptes positifs ou des budgets positifs ou équilibrés. Finalement, dans la potion magique, on doit l'utiliser un petit peu comme élément exceptionnel. Et là, nous n'avons pas d'éléments exceptionnels. On ne peut pas utiliser des éléments dans le budget. Éventuellement, s'il y a un élément exceptionnel qui viendrait positivement ou négativement, il doit être mis dans les comptes. Olivier Rison, les finances, ça vous intéresse, vous? Par définition aussi, parce que j'ai une formation dans le domaine, vous venez de montrer le sujet où mon collègue Claude Uldry a expliqué la réalité du budget. Il y a un point qui n'a pas été expliqué là-dedans ou qui n'a pas été abordé peut-être plutôt, c'est la dette. La dette de la ville de Nyon est quand même très très élevée. Donc pour la prochaine législature, ça c'est un gros enjeu. 385 millions. 300, le plafond est à 385 et aujourd'hui nous sommes à peu près très très proche du plafond, mais on n'y est pas encore. Donc la dette, va falloir la maîtriser. Pas seulement la maîtriser, il va falloir essayer de la baisser. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes d'intérêt, on paye, on emprunte à plus ou moins bon taux, mais dans 2 ans, 3 ans, c'est pas du tout comment la situation va se présenter. Et puis au niveau du budget, c'est sûr, les charges, il va falloir vraiment pouvoir les maîtriser, hein. Il va falloir réfléchir peut-être à introduire un mécanisme du frein à l'endettement, en tout cas pendant un certain temps, pour qu'on puisse ressortir un petit peu de cet écueil et pouvoir aussi planifier après le futur, hein. Vous avez, dans l'émission, vous avez abordé pas mal de sujets, notamment comment et quel type de nouvelles infrastructures on aimerait avoir en place. Nouvelles infrastructures, ça veut dire aussi être capable de les financer. Alors justement, vous dites, alors une recette, déjà, si vous avez une recette magique, alors merci de la donner parce que je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Mais vous dites, alors il faut dimensionner les projets, il faut éviter les doublons, il faut mutualiser, il faut optimiser, introduction du frein à l'endettement, mais surtout on ne touche pas aux impôts. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison de toucher aux impôts. Je veux dire, aujourd'hui, on a quand même... On paierait moins de péréquation. Bon, la péréquation, c'est encore un autre sujet, hein. Je veux dire, elle est triple, la péréquation. C'est malheureusement un élément que nous ne maîtrisons pas, hein, puisque nous sommes dépendants du canton. Mais en revanche, la fiscalité, puis surtout le taux de la fiscalité, ça, c'est une prérogative. On n'a pas besoin d'y toucher. Dans l'état actuel, on n'a pas besoin d'y toucher. Mais dans le futur, comme je le dis, il faut prioriser, maîtriser les charges, diminuer la dette. Ces éléments-là, on est tout à fait capable de le faire. Dans la ville, dans un certain secteur, on a économisé 3,2 millions, notamment en matière de charges de personnel, sans toucher aux prestations, sans quoi que ce soit. C'est à peu près 1,5% du budget, donc c'est tout à fait possible de le faire. Oui, il va falloir changer un peu, mettre la lorgnette ailleurs, sans péjorer les prestations qui sont offertes aux Nyonnaises et aux Nyonnais, et je suis convaincu qu'on peut y arriver sans toucher la fiscalité. Alors, vous dites, du coup, le frein à l'endettement, le mécanisme, c'est soit on compense une dépense par une recette, soit on diminue les dépenses, hein. C'est ça, si j'ai bien compris, le mécanisme. Si il faut couper, on coupe dans le social, on coupe dans le sport, on coupe où s'il faut couper à Nyon? On n'a pas besoin nécessairement de couper. Comme je le disais, on peut optimiser. Il y a très souvent, lorsqu'on lance des nouveaux projets, on ne se pose pas assez la question de savoir mais quelles seraient les alternatives. Existe-t-il des alternatives moins coûteuses? Existe-t-il des subventions? Tout ce genre de choses sont des paramètres qui sont pris en compte, mais très souvent, on ne réfléchit pas suffisamment ou peut-être pas assez longtemps aux alternatives, alors qu'il existe des alternatives et qui permettent après, effectivement, d'économiser. Nina Geert, sur la question des finances, comment vous positionnez? Je pense qu'on doit, effectivement, on a une situation qui est extrêmement compliquée. On va devoir vraiment maîtriser les dépenses et la prochaine municipalité aura une tâche extrêmement difficile. Mais tout le monde dit, il faut maîtriser les dépenses. Hein.
Pas tout le monde, non. Pas tout le monde. Il y a des Plus ou gens. moins. Maintenant, il y a, et pour rebondir un peu sur ce que disait Olivier, hein, il y a effectivement, on peut probablement aussi optimiser certaines dépenses. Je pense notamment, ne serait-ce qu'aux outils de l'IA. Hein, il faut les voir un peu comme une opportunité. Ça peut simplifier et puis ça peut soutenir aussi l'administration communale dans certaines de ses tâches. On remplace des postes. par Non, l'IA. alors justement pas. On remplace pas des postes. On rend les postes plus intéressants en rendant les tâches qui sont peut-être un peu rébarbatives comme ça, en les remplaçant par l'IA. Et puis, c'est un nouvel outil qu'on doit utiliser et qu'on peut utiliser. Alors évidemment, ça demande d'être encadré, ça demande un certain degré de formation, mais il y a des opportunités ici qui sont extrêmement intéressantes et qui peuvent permettre de maîtriser les coûts, en tout cas une partie des dépenses, et de rendre peut-être l'organisation communale un petit peu plus efficiente. C'est une des pistes, je pense, qu'il faut absolument suivre. Oui. D'accord. Sacha Soldin, on arrive bientôt au terme. Alors, résumez-moi votre pensée sur les finances, la pensée de l'UDC. Alors, ma pensée sur les finances, et je pense que ça rejoint un petit peu la pensée du centre droit, hein, clairement, l'augmentation d'impôts, d'abord. Pour moi, c'est un gros mot. C'est clair que je me suis toujours battu contre ces augmentations d'impôts. Je pense que l'argent du contribuable, c'est quelque chose d'extrêmement sacré. On doit le dépenser avec la plus grande prudence. Concernant les investissements, par exemple, il existe des moyens, tu l'as relevé tout à l'heure Olivier, il y a des partenariats publics-privés qu'on peut aussi creuser un peu plus, travailler avec des fondations par exemple. Et on a eu par le passé à Nyon financé des gros projets avec par exemple un impôt affecté. C'est pas passé. Pour un impôt affecté, alors c'était non, mais c'était dans dans les années 80, ça fait Le Rocher, je crois, avait été. Donc l'impôt affecté, ça peut être. Tout allait bien, on était dans les années 80. Mais on voit très bien qu'une augmentation d'impôt, non seulement c'est un vieux pieux, pourquoi ? Parce que ça passe jamais la rampe du référendum. Généralement, il y a toujours un référendum qui est lancé. La dernière fois que ça avait été imaginé en municipalité, il y a pas de référendum. Rien que le fait que le référendum, le comité référendaire ait été annoncé, la municipalité avait retiré la proposition d'augmentation d'impôts. Donc ça, il faut l'oublier clairement. Par contre, un impôt affecté, on en parlait tout à l'heure. Si vous Alors là, je m'excuse, on arrive bientôt au terme. Donc vous, la solution, c'est l'impôt affecté. Si vraiment c'est nécessaire, ça peut être une solution. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, vous allez discuter vous allez discuter avec le citoyen. Et vous allez lui dire, voilà, il y aura peut-être 1 ou 2 points d'impôt affectés sur 3 ou 4 ans. Êtes-vous d'accord de faire ce projet ou pas ? S'il y a un comité référendaire et que le citoyen dit non, ça veut dire qu'il a décidé de ne pas aller plus loin dans ce projet. Et ça, je pense, c'est la décision la plus saine. On revient à la décision des citoyennes, des citoyens. Daniel Grosjean. Alors effectivement, on a beaucoup parlé de dépenses. En ramassant votre pensée, je m'excuse, vous interrompez. Oui, alors on a beaucoup parlé de dépenses. Maintenant, il faut aussi penser d'augmenter les revenus par le développement des nouveaux quartiers, avec les nouveaux habitants qui vont pouvoir les habiter. Et en même temps, il faudra aussi repenser la typologie des habitations qui vont être offertes pour ces nouveaux habitants, dans le sens où il va falloir aussi peut-être accueillir des contribuables qui peut être intéressant aussi financièrement pour la ville. Donc offrir aussi des habitations et des moyens d'y accéder attractifs et garder l'attractivité de notre ville. Et ben voilà, on arrive au terme de cette émission. On va juste jouer un petit jeu. Qui a dit quoi ? Ça fait 4 législatures que la mobilité est aux mains de la droite. Il faut que ça continue. C'est vous, Roxane. C'est vrai. Qui a dit l'approche pragmatique de la droite sur l'environnement rend ses actions moins visibles ? Je crois que c'est Nina Egert. C'est vous, Nina, qui a dit il n'y aura pas de psychodrame au second tour en 2026. Ça doit être Daniel. Ou Sacha. Ouais. Moi, je l'utilise pas. C'est personne, c'est moi qui. C'est moi qui vous le dis. Voilà, écoutez, on se réjouit de vous voir en campagne. Alors j'imagine que ça va se passer sur les marchés. Vous avez des gros événements, pas de gros événements? Sur les marchés. Sur les marchés et sur les réseaux. Et dans les quartiers. Et ben voilà. Et puis sur Nyon Région Télévision, puisque là on présente les candidats des différentes listes qui s'élanceront pour ces élections communales 2026. Mais dès les listes déposées, effectivement, on passera en mode débat. Alors Nina Egert, Roxane Faro, Olivier Rizan, Daniel Grosjean et Sacha Soldini, merci beaucoup d'être venus me présenter les idées de cette association. Merci. Du centre droit, et puis on se retrouvera très bientôt pour plus de politique, plus de sport dans FC Politique. Alors à bientôt.